bonsoir. L'Agora des Savoirs est heureux, enfin l'ensemble de l'équipe de l'Agora des Savoirs est heureuse d'accueillir aujourd'hui Christophe de Geurs. Alors Christophe de Geurs vient à l'occasion de l'exposition qui se trouve à l'espace Bagoué, qui s'appelle « Prodige de la nature, les créations du Dr Ouzou ». Christophe de Geurs est vétérinaire, il est directeur de l'École nationale vétérinaire de Maisons-Alfort et directeur aussi du musée Fragonard, qui est dans le même lieu. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup, qui fait beaucoup de recherches sur les objets scientifiques et sur l'histoire des sciences. Et c'est lui qui a commencé à découvrir, pas à découvrir, mais à redécouvrir les objets créés par le professeur Ouzou, par le docteur Ouzou, pardon. Christophe de Geurs a fait un très beau livre que je vous conseille, qui s'appelle Corps de papier, que vous trouverez aux éditions de La Martinière. Voilà, alors Christophe, nous vous écoutons. Merci bien Françoise. Je vais juste déplacer le micro pour pouvoir rester en vue de l'ordinateur. Donc je vous remercie bien d'être venus à tous et puis aux organisateurs de m'avoir invité. Je n'ai pas découvert le docteur Ouzou du tout, parce que c'est quelqu'un qui est très connu. Par contre, je me suis intéressé à des objets qui étaient en déshérence et qu'on voyait disparaître des collections. Ils étaient tout simplement jetés. Et j'ai pu récupérer comme ça un cheval sur le bord d'un trottoir, un cheval Ouzou de 1846 en papier. Et j'étais un petit peu interpellé par à la fois le caractère spectaculaire de l'objet et le traitement qu'il connaissait, puisqu'il allait être détruit. Et puis par la suite, j'ai assisté bien des fois à la mise à la poubelle, à la mise à la déchetterie de collections entières Ouzou. Et je peux vous dire que, je citais tout à l'heure lors de la visite, des destructions qui ont eu lieu encore il y a quelques années, par exemple sur le lycée Kléber de Strasbourg. On a beaucoup de mal dans les institutions qui ne sont pas des institutions à caractère patrimonial, qui sont les établissements d'enseignement, de recherche, quel que soit le niveau d'ailleurs de l'enseignement. C'est vrai aussi bien pour les écoles que pour les lycées ou les collèges et les universités, à prendre la mesure de ce patrimoine scientifique qui a un statut très particulier. Donc je vais vous parler de Louis Ouzou. Donc le titre, c'était « Médecin, industriel et exportateur ». Donc j'ai scrupuleusement recopié le titre et je vais essayer d'avoir un discours qui colle au titre. Donc d'abord, on va commencer par les choses importantes. Moi, je viens du musée Fragonard et ce que je veux vous dire par cette image, donc le musée Fragonard à l'école vétérinaire renferme ces pièces tout à fait spectaculaires que je vous conseille de venir voir, que certains dans la salle connaissent très très bien. Et ce sont des momies humaines et des momies animales qui sont toutes datées entre 1766 et 1771 et qui servaient à l'enseignement de l'anatomie, essentiellement en période chaude, c'est-à-dire au moment où les cadavres putréfient. Et donc la technique était assez simple en fin de compte. C'est que de la même façon que les Égyptiens retirer l'eau en utilisant des sels de natron ou la chaleur naturelle du sable ou des choses comme ça, eh bien, on plongeait ces corps dans l'alcool, on les déshydratait, on remplaçait l'eau des cellules par l'alcool et ainsi on obtenait ces momies. L'intérêt majeur de ces momies, c'est elles peuvent être conservées. C'est une forme naturelle de l'anatomie, si j'ose dire, puisque c'est le corps bien réel qui permet de faire de l'enseignement sans avoir constamment à disséquer le cadavre. Et ce que vous allez voir au cours de cette conférence, c'est qu'à partir d'une certaine époque, qu'on peut à peu près placer dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on a cherché à toute fin à s'affranchir de la question du cadavre. Alors le cadavre, chez l'animal, c'est pas très dur à trouver, parce que tout simplement, il y en avait beaucoup sous la main, des animaux qui étaient non consommés, des animaux d'équarrissage. Mais le cadavre humain, et on va en parler un tout petit peu, le cadavre humain, c'était beaucoup plus compliqué. C'était compliqué parce qu'il y avait une tradition qui voulait qu'on utilisait certains corps de suppliciés. Et puis, avec le développement de l'anatomie au XVIIIe, il n'y avait plus assez de corps. Donc, à Paris, à Londres, dans d'autres, à Édimbourg, à Leiden, dans les grandes capitales de l'anatomie, eh bien, il y avait une espèce de quête désespérée du corps que vous pouvez voir d'ailleurs, lire dans les ouvrages de Bichat, par exemple, qui raconte sa vie estudiantine et comment il fallait aller déterrer les cadavres pour les ramener en salle de dissection.
Donc, si on pouvait remplacer ces corps par des objets artificiels, ce serait formidable, et ça permettrait de s'affranchir de cette question-là. La dernière chose, c'est que c'est quelque chose qu'on a de la peine à imaginer aujourd'hui, parce que nous avions le formol, qui a été développé dans les années 1870, qui est un puissant antiseptique, donc, qui permettait d'avoir des cadavres qui se conservaient, mais qui en plus étaient relativement peu dangereux pour l'opérateur. Mais il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, on n'avait pas ces techniques-là, et que lorsque vous vous coupiez, et que le cadavre était en putréfaction, eh bien, il vous emmenait dans la tombe, tout simplement, parce que vous pouviez avoir des formes septicémiques qui se développaient. Et donc, on ne pouvait aborder le corps que d'une main tremblante, hein, si je veux paraphraser Montesquieu pour l'anatomie. Voilà, alors la forme artificielle, qui est la plus connue, que vous avez à Montpellier, abondamment, même énormément de préparation, c'est toutes les formes artificielles qui visent à recréer la forme, recréer la pièce de dissection. Et ce qui est très connu, ce qui est très valorisé, ce sont les cires anatomiques. Et ici, je vous ai mis une cire anatomique de Gaetano Zumbo, et vous allez avoir la chance d'en avoir une à Montpellier, puisque dans les collections Delmas Sorfi-Larouvière de Paris, il y a la tête de vieillard de Zumbo, avec la dissection du crâne. Donc vous aurez une pièce de cet abbé sicilien qui s'était spécialisé dans la production d'abord, donc au XVIIe siècle, qui s'était spécialisé dans la production d'effigies en cire pour les églises. C'était des ex-voto éventuellement également qu'il produisait. Et puis il a réalisé des tableaux de mort, si j'ose dire, qui montraient... il y a 5 tableaux très célèbres qui se trouvent aux Offices, ou à la Specola, je ne sais plus, en tous les cas à Florence, qui montrent la dégradation infernale du corps, c'est-à-dire la personne qui vient de mourir, puis le début de la putréfaction, les marbrures, puis ça s'étend et ça finit avec plein de vers. Et c'était bien sûr destiné à rappeler à chacun la destinée finale de son existence. Il est connu pour avoir notamment, voilà, je vous ai mis un petit fragment, qui vient là de Florence, des Offices, une scène qu'on appelle La Peste, qui est un petit tableau en cire qui vous montre les ravages de la maladie. Et vous voyez qu'il y a tout un travail, même si la photo est médiocre, tout un travail sur les couleurs. On voit au-dessus un corps qui est déjà bruni par la décomposition, ce que vous pouvez voir dans votre conservatoire d'anatomie. Il y a pas mal de pièces qui sont touchées par ça. Donc Zumbo, c'était un abbé sicilien. Donc il a fait d'abord ces jolies, pardon, c'était des très belles œuvres, mais qui représentaient la dégradation liée à la putréfaction. Et puis il a rencontré à Gênes un chirurgien français qui s'appelait Guillaume Desnoux, et ensemble, ils ont réalisé les premières cires anatomiques. C'est-à-dire que l'artiste s'est mis au service du chirurgien. Et ces têtes ont été présentées, ils se sont déplacés à Paris, hein, Desnoux était parisien, et ils ont présenté ça à l'Académie des sciences, et ça a été une innovation terrible. Et on trouve ces pièces donc, à Florence, on les trouve à Paris au Muséum d'histoire naturelle, maintenant au Musée de l'Homme si vous voulez les voir, elles sont exposées. Et puis on va les trouver ici, chez vous. Et d'ailleurs, j'ai dit une bêtise, c'est pas la tête de vieillard qui vient, c'est une tête qui est posée sur un cou. Enfin bon, j'ai pas pris la photo, mais peut-être que vous la connaissez déjà. Voilà. La deuxième grande phase de la séroplastie, Zumbo, c'est celui qui a lancé le procédé, qui a lancé la démarche. La mecque de la séroplastie, l'endroit où on ne peut rentrer qu'en faisant une génuflexion, quand on est anatomiste, c'est la Specola à Florence. Et il est interdit d'aller à Florence sans aller voir la Specola, qui est à l'anatomie ce que les Offices sont à l'art. Ce sont des pièces qui sont assez peu nombreuses. Il doit y avoir 3 grandes pièces. Et dedans, vous avez à peu près 1500 cires anatomiques, certaines de très grande taille, qui ont été réalisées essentiellement par un modeleur qui s'appelait Clemente Susini, et qui a fait ça avec, comme patron, Felice Fontana, qui avait plein de casquettes, qui était physicien, mais qui était également anatomiste. Ces pièces sont des pièces proprement sublimes, qui ont été copiées à plusieurs reprises, et vous pouvez en voir certaines, par exemple à Vienne. Il y en a 1192 très précisément à Vienne. Voilà. Alors elles sont blondes,
parce que ça représente des Autrichiennes, alors qu'elles sont brunes en Italie, c'est assez rigolo à voir. Et puis vous en avez à Montpellier, puisqu'il se trouve que les cires de Fontana, vous en avez je ne sais pas combien, peut-être que quelqu'un peut me le dire, mais quelques dizaines, je pense, très belles, à Montpellier. Voilà. Donc, qu'est-ce que que sont ces cires? Donc là, vous avez une cire de Fontana. Alors, on ne sait jamais si c'est Fontana ou Susini, hein, ce n'est pas très clair, ça. C'est une représentation, je suis désolé pour la mauvaise qualité de la photo, mais il y a des verres de protection. C'est une mauvaise... pardon, c'est pas une mauvaise, c'est une anatomie non réaliste. S'il y a des anatomistes dans la salle, tout comme je le suis, quand on dissèque un corps, ça ne vous saute pas au nez comme ça. Vous n'avez pas un délicat lacis de vaisseau lymphatique qui apparaît avec des tout petits nœuds lymphatiques bien proportionnés, des veines turgescentes qui circulent ainsi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc là, vous êtes dans une anatomie artificielle qui représente le dogme de l'anatomie. Ce n'est pas la réalité, c'est ce qu'on voudrait être la réalité. En gros, c'est un livre en 3D, ces cires anatomiques. Donc, ça a eu un impact absolument majeur, mais il faut savoir que le prix de chacune de ces cires était littéralement exorbitant. Et il fallait être le grand-duc de Toscane ou il fallait être l'empereur d'Autriche-Hongrie pour être capable de financer la production de cire de cette ampleur-là. Donc, ça répondait à un désir de prestige. Ça n'a jamais répondu à un besoin généralisé à l'échelle des facultés ou des universités médicales. Alors, Fontana, Felice Fontana, qui est mort, je ne me souviens plus de la date, mais vers 1814, probablement 1814, a essayé d'autres matériaux que la cire, parce que la cire était très chère. Et notamment, il a réalisé, à la demande de Napoléon Ier, qui l'a rencontré en Italie, une statue anatomique que vous pouvez voir au musée d'histoire de la médecine de Paris, c'est-à-dire près de la place de l'Odéon. Et je n'ai pas de bonne photo de cette figure qui a très peu été photographiée. C'est un mannequin complet en bois de tilleul. Et donc Fontana a espéré avec le bois avoir quelque chose de résistant, de peu sensible à la chaleur. Il n'en a fait qu'un exemplaire pour un prix exorbitant, et donc l'usage du bois s'est très vite restreint. Alors, le problème de la cire, et j'ai ici un prospectus, une note d'un journal évoquant la présentation d'une Vénus anatomique, il y a eu production d'un très grand nombre de spécimens en cire, dont certains ont été démontables. Les Vénus pouvaient parfois, on pouvait retirer un volet, et puis même on pouvait retirer un organe ou des organes, les intestins, le foie, enfin toutes ces choses-là. Et ça, vous en avez une sublime collection à Montpellier, c'est la collection Spitzner, qui est une collection du nord de la France, que vous êtes en train de recevoir, et là vous verrez tout ce qu'on peut faire en termes de démontage des cires anatomiques. Mais ce démontage des cires anatomiques, il est rendu très compliqué par les phénomènes de dilatation et de contraction de la cire. C'est un matériau qui est très fragile. Et donc finalement, on peut retirer le foie, par exemple, dans un abdomen en cire, mais si on ne le remet pas immédiatement, très rapidement, des déformations se réalisent et il ne rentre plus. Donc on n'a jamais réussi, on a fait quelques cires démontables, mais ces cires démontables qui visaient à mimer la dissection du cadavre humain fonctionnaient mal, pour un prix absolument terrible. Alors, ce que cite également cet article, cette note de journal que j'ai trouvée dans un journal du 19e, de 1836, c'est aussi qu'on en faisait un commerce de foire. C'est-à-dire que ça permettait, et ça vous allez voir dans la collection Spitzner, de montrer aux gens comment ils étaient bâtis, quelles étaient les maladies infectieuses qui pouvaient les toucher, de montrer des chancres syphilitiques du pénis ou de la vulve absolument effroyables que vous avez à Montpellier dans le conservatoire d'anatomie, qui pouvaient prémunir les jeunes gens de prendre des risques. Donc il y avait toute une visée morale de la présentation de ces pièces, et on parlait souvent de collection d'hygiène sociale, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Donc
ces cires étaient peu nombreuses. Alors, pour le moment, je vous ai parlé que de cires italiennes. Il y a eu une école de céroplastie française, et j'ai ici une photo qui est très mauvaise, mais on va pouvoir la refaire parfaitement, puisque cette cire, si elle n'est pas déjà arrivée ici, va arriver dans le dernier convoi, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait encore un convoi. C'est les cires de la seule école française de céroplastie, donc de moulage par la cire, qui a eu cours en France, qui s'est tenue, qui avait pour siège Rouen, l'Hôtel-Dieu de Rouen, et qui sont de la main d'un certain Jean-Baptiste Lemonnier. Vraiment, j'attire votre attention sur le fait que ces pièces qui vont vous être confiées sont d'une extrême rareté et d'une extrême fragilité. Elles ont été, commandées par Napoléon Ier. C'est Napoléon Ier qui a demandé à ce qu'on crée une école similaire à celle de Florence, et ces pièces sont aussi belles que les pièces florentines. Mais elles sont très peu nombreuses. Et là, vous avez un buste humain qui montre également de la même façon les nerfs, les vaisseaux lymphatiques, toutes ces choses-là. Donc là, on était dans la cire. Alors ça a duré très peu de temps. Jean-Baptiste Lemonnier est décédé assez jeune, et son activité de céroplastie a été reprise par un certain Flaubert. Flaubert qui était le père de l'écrivain. Donc il y a un lien également avec le monde littéraire. Alors j'en arrive maintenant à ce qui nous intéresse. Au zoo, c'était juste pour vous faire comprendre un petit peu d'où on partait. Là, ici, vous avez une photo qui m'a été confiée par Pauline Morlot, qui vous montre, à mon sens, de ce que j'ai pu trouver, de ce que j'ai pu voir en tous les cas, ce qu'on m'a donné à voir plutôt, le plus ancien spécimen de mannequin en papier mâché démontable. Ça, c'est une pièce qui est due à Pierre-François Bénézet-Pamard. Vous voyez ces dates de naissance. Moi, j'ai du mal à les lire, je suis obligé de me tourner. 1728-1793. Donc, ça a été fait vers 1760 à Avignon. Ce monsieur était un médecin et était spécialisé en ophtalmologie, dans les maladies des yeux. Et si j'avais la note, je pourrais vous le lire, mais son fils a décrit la démarche de son père après sa mort. Et ce qui s'est passé, c'est que cet homme voulait essayer d'expliquer comment est bâti l'œil, comment il fonctionne, quels sont ses milieux, comment la lumière circule. Et donc, il a commencé par faire fabriquer une sorte de bille de verre en mettant des milieux de nature différente. Puis quand il a eu sa bille de verre, il a fallu placer cette bille dans l'orbite et puis mettre des muscles. Et puis du coup, il fallait une face, enfin ainsi de suite. Et finalement, vous voyez qu'il est arrivé à cette situation où vous avez un plan superficiel avec les muscles, les nerfs, c'est très sommaire, et puis un plan plus profond ici, et vous avez l'orbite qui est là, et l'œil qui est ici. Donc cette pièce se trouve à Lyon. Maintenant, je ne sais pas où elle se trouve puisque tous les musées d'anatomie ferment. Mais je ne sais pas où elle est, mais c'est une pièce qui est d'une rareté tout à fait insigne. Alors on va retourner après Jean-Baptiste Lemonnier en Normandie. Car, rassurez-vous, je vais y arriver à Ouzou. Parce qu'il y a, avant Ouzou, un certain Jean-François Hamelin. Jean-François Hamelin, qui est de Caen, qui va faire ses études médicales en 1883 à l'école de médecine de Caen, qui est une école dite secondaire. Ce n'est pas une grande école, ce n'est pas la faculté de Montpellier, si vous voulez. Et ce monsieur-là va le raconter ensuite dans ses écrits. Il a toutes les peines du monde à apprendre l'anatomie. Et il cherche un moyen d'apprendre l'anatomie et il va prendre un squelette. Et sur ce squelette, avec des morceaux de chiffon, il va tenter de fabriquer des sortes de muscles, de coudre des muscles, de tendre des fils qui vont servir d'artères, de veines, de nerfs, et il va fabriquer son premier mannequin anatomique qu'il va détruire. Tout se serait bien passé si, en 1808, on n'avait pas relancé l'école de médecine de Caen. Et il s'est retrouvé professeur d'anatomie. Et il s'est remis à faire un mannequin, et ce mannequin, il a utilisé le cuir. Il a fait des sacs de cuir qui cousaient à la forme des muscles. Et finalement, il est arrivé à quelque chose d'assez correct. Et puis, il s'y est repris en prenant du papier mâché. Donc, du papier mâché, il ne faut pas croire que c'est que du papier, le papier mâché. C'est des résidus de papier, de carton, ça peut être de la terre, ça peut être des choses comme ça, qui sont mélangées pour fabriquer une sorte de pâte. Et Jean-François Hamelin, vous voyez, qui a été professeur de chirurgie, donc à l'école de médecine de Caen. Non, mais ça, c'est pas possible. 1833, il y a une erreur. Ce monsieur,
ouais, 1836, il meurt. Ouais. Ce monsieur Hamelin a fabriqué le premier écorché en papier mâché, et je vous le montre ici. C'est des photos rarissimes que j'ai pu recueillir auprès de professeurs âgés de la faculté de médecine, de médecins âgés de Caen, qui avaient vu, alors qu'ils étaient étudiants, ces pièces, et elles ont été détruites dans les bombardements, dans les combats de Caen, et c'était en papier, évidemment, vous pensez que ça a bien brûlé. Alors, qu'a fait Hamelin? Alors, attention, ne vous trompez pas, ici, vous avez un petit Ozu. Mais à côté, tout ça, c'est du Hamelin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un squelette, donc un squelette d'humain, qu'il a monté avec des fils de laiton, et ensuite, il a, avec du papier, mimé chacun des muscles, créé des jambes, des parties amovibles. On pouvait donc retirer ici les muscles abdominaux, puis on voyait l'intérieur, enfin ainsi de suite. Et il a fabriqué son mannequin. Ce mannequin, à partir des années 1816, il se trouve qu'il a reçu la visite d'un professeur de la faculté de médecine de Paris qui a voulu faire connaître sa réalisation à Paris, et ça a été un feu de paille. Il a eu un succès absolument spectaculaire. Et ce médecin de province, qui était quelqu'un d'extrêmement simple, s'est retrouvé sur le devant de la scène parisienne, et il a été probablement très grisé par ce qui lui arrivait. Mais il n'avait toujours qu'un seul mannequin. Et on a eu donc des publications. Je vous sors ici une publication de 1820, Mémoire sur l'utilité des pièces d'anatomie artificielle chirurgicale d'Hamelin, dans lequel on reconnaît l'extrême intérêt de ces pièces, tant pour les médecins que pour les artistes. On peut les démonter, les remonter, c'est formidable, on n'a plus besoin du cadavre. Tout ça aurait été une belle aventure si il n'y avait pas eu son voisin Louis Ozu, qui est normand comme lui. Hamelin est de Caen, Ozu, je vais vous en parler, il est d'Évreux. Vous l'avez ici en pied, tenant ce qu'on appelle, alors j'utilise le terme du 19e siècle, le cerveau de texture. Bon, je pourrais peut-être vous en reparler. C'est un cerveau très particulier qui est en papier et dans lequel on voit des fibres, et ces fibres servent à démontrer. Il s'était dit que finalement, un cerveau, c'était comme un télégraphe. C'était des fils qui faisaient dialoguer des régions entre elles. Donc il avait essayé de matérialiser par le papier l'état des connaissances de la circulation de l'information dans l'encéphale. Alors, je vais vous en parler de cet Ozu. Ozu, vous avez ici son acte de naissance. Il est donc né donc de ce côté-là, vous voyez la signature de son père. Il est né en 1797 à Saint-Aubin-d'Écreville. Il est né dans cette maison. Donc ses parents sont des agriculteurs, mais ce sont des laboureurs fortunés de la région. Ce sont des propriétaires terriens. Ce ne sont pas des grands propriétaires, mais c'est des gens qui ont, vous voyez, un bien tout à fait honorable à cette époque. Cet Ozu, ce Louis Thomas Jérôme Ozu, puisque c'est son prénom complet, il va faire des études. Il va être aidé par ses parents. Et je vous ai sorti quelques documents d'archives qui peuvent vous amuser. Celui-ci est de 1816. Il faudrait que je me tourne pour le lire. Mais en gros, vous voyez que c'est un certificat qui signale que d'un certificat du collège communal de Bernay, donc dans l'Eure, qui signale que c'est un élève extrêmement appliqué, qui a été plusieurs fois présenté pour les prix, promu, enfin ainsi de suite, que c'est vraiment quelqu'un de remarquable. On est en 1816, quand il a fini son collège, qui fusionne collège et lycée, dans le cas présent, il va aller à Paris, à la faculté de médecine de Paris, et où il va faire sa médecine. Et vous avez ici un certificat que je me suis amusé à photographier, qui est aux Archives nationales, qui vous montre en 1818 la signature de Marjolin, qui est un des chirurgiens parisiens en vue, à l'Hôtel-Dieu, qui certifie qu'il a bien suivi ses cours de chirurgie. Donc cet Ozu passe d'une condition, je dirais, agricole à une condition médicale. Il va publier sa thèse, enfin soutenir sa thèse, en 1822. C'est la dissertation sur la vipère. Il s'intéresse, en fin de compte, à l'anatomie de l'appareil qui fabrique le venin et des modalités d'injection par la morsure du serpent. Alors,
dans les archives personnelles d'Ozu, qu'on peut consulter, il y a énormément de notes hagiographiques, c'est-à-dire des notes qui encensent le personnage. Étudiant, tous les soirs, il serait allé travailler dans des ateliers où on fabriquait des décors de théâtre en papier mâché, des poupées en papier mâché. Son père aurait hypothéqué ses biens pour lui permettre de faire ses études. Bon, visiblement, c'est une réalité qui est un peu outrancière. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pendant ses études, il a dû trouver le moyen de manipuler un matériau extrêmement courant qu'est ce fameux papier mâché. Vous savez que les grands incendies, l'Odéon et compagnie, étaient parfaitement attisés par la présence du papier mâché dans beaucoup d'éléments de la vie courante. Eh bien, en 1822, tout à l'heure, je vous ai montré un texte de 1820, de Hamelin, 1822, en même temps que Hamelin présente une deuxième pièce à l'Académie de médecine, cette deuxième pièce étant un membre inférieur sur lesquels il laisse sortir des espèces de foramen, des trous par lesquels on peut mimer des hernies. Et on peut essayer de réparer, de s'entraîner à réparer des hernies. Et puis on peut changer la hernie. Enfin, c'est quelque chose qui est une innovation. C'est-à-dire, on n'est plus dans l'anatomie, on est dans l'exercice de simulation de la réparation. C'est du reste ce qu'on fait aujourd'hui dans les facultés de médecine. Eh bien, en même temps, Ozu va sortir également ce qu'il appelle un membre abdominal, c'est-à-dire le membre inférieur en papier mâché. Alors, on ne peut pas être certain qu'il ait copié Hamelin, mais on peut penser qu'il l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il allait, étant étudiant chez Hamelin, et Hamelin le cite dans une lettre, en disant « Vous m'avez abusé, vous êtes venu chez moi, vous avez pris ma méthode et vous l'avez commercialisée. » C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les deux mannequins sont tout à fait similaires. Alors, la grosse différence entre Ozu et Hamelin, c'est que Ozu s'affranchit du squelette. Quand vous prenez un squelette, ça veut dire que chaque fois que vous prenez un homme petit ou grand, une femme petite ou grande, vous êtes obligé de refaire tous les muscles à chaque fois puisqu'ils n'ont pas la même taille. Donc vous ne pouvez pas passer en process industriel. Donc Ozu, ce qu'il va faire, c'est que tout de suite, il va passer sur une méthode où tout, y compris les os, est en papier. Donc c'est un modèle qui est unique. Ça va être extrêmement apprécié de cette académie. Il va faire également une tête, on n'en a aucune image. Voilà, on va avoir la publication là, par la suite des rapports de l'Académie royale de médecine sur Ozu. Le pauvre Hamelin est totalement éclipsé. Il va disparaître immédiatement de la circulation. 1800. Alors, je vous ai mis des... Oui, c'est des détails, mais en gros, les dates importantes à voir, c'est qu'en mars 1825, il présente un mannequin complet avec une structure du mannequin qui est en squelette artificiel moulé. La seule chose qui n'est pas naturelle, ce sont les dents. Il n'a pas réussi à faire les dents. C'est assez curieux, hein, ça, mais bon. Donc, c'est tout en papier, sauf les dents. Donc on a un homme complet, cette fois-ci totalement artificiel, totalement démontable. Et ça plaît tellement au gouvernement qu'il reçoit une forte somme d'argent qu'on lui demande d'améliorer encore son modèle. Et en 1830, il va sortir le modèle qui se trouve dans l'exposition actuelle, qui est le modèle de Montpellier que vous avez à la fac de médecine, qui est le mannequin de taille naturelle, mesurant 1,80 m de hauteur, formé de 66 pièces démontrant 356 détails anatomiques numérotés et légendés. Ça, c'est le premier mannequin de 1830. Les derniers vont représenter plusieurs milliers de détails anatomiques. Car au fur et à mesure que les connaissances anatomiques s'accumulent, le mannequin évolue. Alors, je vous montre quelques images, parce que là, c'était un peu pénible, cette introduction historique, mais je vous montre quelques modèles. Celui-là, vous le connaissez par cœur. C'est le modèle qui se trouve dans l'exposition. Donc le fameux homme à la manière d'Antinoé, avec 1,80 m, la tête penchée. Il n'est pas d'une élégance totale, d'ailleurs il n'est pas parfaitement stable, et il est monté sur des pieds des trépieds qui sont assez massifs. Il en produit 3 modèles de ce grand homme. Un modèle pour les facultés de médecine et les écoles d'art, c'est le modèle que vous avez, et c'est celui qui coûte le plus cher. Il en produit un pour les lycées, où les muscles ne peuvent pas être démontés, mais par contre les viscères peuvent être démontés.
et il en produit un pour les collèges, où les muscles et les viscères ne peuvent pas être démontés. En fait, il s'adapte à la demande. Ozu est quelqu'un qui, dès le début, est dans une approche commerciale vraiment très, très forte. Il faut essayer de vendre le plus possible. Voilà un détail anatomique. Donc vous retrouvez un peu... donc le papier mâché est évidemment beaucoup plus rugueux, beaucoup moins fin que la cire, mais vous retrouvez ici les nerfs, et vous voyez très bien les scissures ici qui marquent les pièces, qui vont permettre que les pièces se séparent. Alors il y a bien sûr un mode d'emploi. Et alors le mode d'emploi, c'est pas très facile, parce que si vous ne démontez pas dans le bon sens, ça ne se démonte pas. Donc il faut retirer d'abord tel muscle, puis tel autre muscle, utiliser une petite spatule, coincer les pièces avec des petits crochets. C'est pas simple. Et c'est une des causes principales de la destruction de ces pièces, c'est que globalement, les gens, ils le démontent, mais ils le remontent jamais. Et donc on va avoir des déformations de ces pièces qui restent par terre, sur des tables, et finalement, quand on veut remonter le mannequin, on n'y parvient pas. Alors, je vais vous montrer quelques pièces. J'ai eu tout à l'heure la question de savoir s'il y avait des femmes qui avaient été représentées. Voilà le seul mannequin que j'ai pu identifier d'une femme par Ozu. Voilà, vous l'avez ici, dans la position, là aussi, référence à la Vénus de Médicis, que vous pouvez voir aux offices de Florence. Donc, vous l'avez là. C'est une pièce qui est beaucoup, beaucoup moins travaillée que l'homme. Pardon. On sent qu'il a voulu absolument... Il a mis le paquet sur l'homme et la femme, je pense qu'il y a eu très peu de modèles qui ont été vendus. Et d'ailleurs, le visage est complètement difforme. Et puis, évidemment, dans son souci de vendre, donc j'ai dit une bêtise lors de l'expo, je l'ai vérifié, l'homme valait... Le grand homme que vous avez, il valait 3 000 francs or. Donc 3 000 francs pour vous dire, alors moi je suis vétérinaire donc je suis un peu basique, hein, un cheval capable de défiler au passage, c'est-à-dire l'équivalent d'une très belle voiture aujourd'hui, ça coûtait 1 000 francs or. Donc ça valait la valeur de 3 chevaux capables de défiler sur les Champs-Élysées au passage. Donc c'était une somme absolument énorme. D'ailleurs, il a eu des problèmes avec la faculté de Montpellier. J'ai trouvé une lettre, il y avait une lettre aux archives nationales dans laquelle il se plaint en 1840 de ne toujours pas avoir réussi à vendre son homme à Montpellier et à Paris parce qu'il s'est jugé trop cher. Et puis surtout, les gens ont du mal à se passer de la dissection. Donc il veut vendre, et donc pour diminuer le prix, il va réduire la taille. Et il va faire des modèles qui vont faire, vous voyez, en 1843, la date est là, il va faire des modèles qui vont faire jusqu'à 70 cm de hauteur, avec des versions très simplifiées. On a même un modèle qui s'appelle le modèle des praticiens, parce qu'il souhaitait que tout médecin ait ça dans son cabinet. Et puis il va faire des parties. Alors, je vous donne ici des exemples, mais c'est une pièce qui date de 1858, mais le modèle ici est du XXe siècle. Il va faire... Voilà, ça c'est une femme avec l'intestin, le côlon, les reins, la vessie, on peut démonter, l'utérus est au-dessus. Puis il va faire des organes comme des yeux, on les a vus dans l'exposition. Le fameux cerveau de texture, c'est son nom, avec les fameuses travées qui marquent le déplacement de l'information. Je ne vais pas tous vous les montrer, parce qu'en tout, il y a entre 250, je ne me souviens plus du chiffre, je les ai tous j'ai essayé de recenser toutes les pièces. Il y a plus de 250 ensembles de pièces et certains ensembles comprennent 30 pièces. Donc c'est absolument une production gigantesque. Donc j'ai pris quelques exemples de modèles humains et je vais vous montrer quelques modèles d'animaux. Alors celui que vous connaissez par cœur, qui est dans votre exposition, c'est l'escargot. L'idée de Ozu, c'est d'embrasser le règne vivant. Le monde vivant, pardon. Il a l'homme, bon, c'est pas une fin en soi, il va essayer de représenter les grandes catégories d'animaux. Et il va, pour chaque animal, augmenter la taille, de manière à ce que des enfants, des jeunes, soient capables de voir vraiment des détails. Donc cet escargot, je ne sais pas combien il fait à peu près cette taille-là. Donc là, quand vous démontez, vous voyez effectivement les ganglions cérébraux, vous voyez toutes ces choses-là. Donc on peut le démonter. Et puis quand vous le démontez, eh bien, vous voyez les poumons qui sont magnifiques avec les artères, les veines. Et c'est luisant parce que c'est ce que... Pardon, je n'ai pas changé la diapo. C'est du travail de baudruche, c'est-à-dire que vous avez... C'est du péritoine de bovin qui a été tendu de manière à simuler le fin conjonctif qui va
qui va participer aux échanges gazeux. Donc on peut démonter entièrement cet escargot qui représente la famille des mollusques. Et puis on peut également voir dans l'exposition une sangsue. Et cette sangsue a des sortes de digitations faites en baudruche également, très finement peintes. Et ça représente ce qu'on appelle les vers annélides. La pièce formidable, que vous ne manquerez pas de restaurer parce qu'elle est tellement belle, celle que vous avez, qu'elle le mériterait, qui est dans l'exposition, c'est le hanneton. Le hanneton représente ce qu'il appelle la famille des insectes parfaits. C'est-à-dire les insectes qui ne sont pas au stade larvaire, qui sont au stade adulte. Et si vous soulevez les élytres, vous verrez ces ailes absolument superbes qui sont faites de papier mâché et de baudruche, donc de péritoine de bovin. Vous voyez ici les ailes dépliées. Voilà. Cet hanneton, si on l'ouvre, on voit l'ensemble des viscères du hanneton exactement comme on le voyait sur l'humain ou sur les autres animaux. Donc on est dans un niveau de détail incroyable. Alors comment est-ce que Ozu, qui est médecin, fait pour faire ça? Eh bien, il ne choisit pas du tout ces animaux au hasard. Il s'appuie sur des publications scientifiques. Et ce qui est génial avec ce gars, c'est sa capacité à transformer des gravures en objets tridimensionnels. On ne sait pas comment il a pu produire autant de modèles en si peu d'années. C'est d'une complexité terrible, parce que non seulement, c'est pire que de la sculpture, non seulement vous devez avoir une forme qui avoisine celle de l'animal réel, mais il faut que ce soit démontable, et démontable de façon logique. C'est redoutable. Ça, personne ne sait comment il a fait. Et il n'y a aucune note dans ses archives qui permettent de le comprendre. Alors, par exemple, pour illustrer ça, vous avez ici le manuel, le livre qui a servi à Ozu, Considération générale sur l'anatomie comparée des animaux articulés avec l'anatomie descriptive du hanneton. Ça, c'est un travail qui a été fait par un gars qui s'appelait Hercule Strauss-Durkheim, qui était professeur à Strasbourg. Et vous avez ici les planches qui ont inspiré, où vous retrouvez l'ensemble des viscères et des muscles qui sont visibles sur la pièce. Donc il a transformé, il a fait la bascule entre cette description graphique et la 3D. Alors rapidement, juste pour le plaisir des yeux, ça c'est ce qu'il appelait une perche de mer. En fait, c'est un bar ou un loup pour vous, peut-être, qui fait à peu près 1,20 m de long. Alors là, c'est très simple parce que finalement, les viscères, vous savez, sont localisés dans une partie très exiguë. Donc globalement, c'est une pièce qui est très impressionnante par la taille, mais qui ne l'est pas tant par la complexité. Mais par exemple, cette pièce est beaucoup plus petite, et elle vous intéresse également. Vous qui avez eu, le Sud a eu le Gard, vous savez, était une grande terre de production de la soie, non hein, les magnaneries, c'était voilà. Et Ozu s'est passionné pour l'anatomie du ver à soie, donc une forme larvaire entre guillemets de l'insecte. Vous avez ici l'animal entier et puis le détail des viscères. C'est une toute petite vue. Faut savoir que le ver à soie a été vraiment un sujet extrêmement important au XIXe siècle, avec les maladies du ver à soie qui ont non seulement menacé l'élevage du ver à soie, mais également toutes les régions qui tissaient la soie. Vous savez que Pasteur a ses premiers travaux qui ont atteint la génération spontanée, ou qui ont plutôt orienté une sorte de déterminisme des maladies, se sont faits sur la flacherie, sur la pébrine, sur les maladies du ver à soie. Le ver à soie est un animal absolument majeur dans l'agriculture du XIXe siècle. C'est quelque chose dont on n'a pas conscience. Et donc, il a réalisé des modèles de ver à soie. Vous en avez un ici, mais il a été jusqu'à faire un modèle de la tête du ver à soie. C'est un très gros modèle où vous pouvez retirer l'ensemble des petits organes pour voir tout le détail. Et puis comme il y avait le fils, bien, il y a eu le père, et puis il y a eu la mère, donc il a fait les papillons qui sont duveteux. Alors très honnêtement, ces papillons sont assez rares, on ne les trouve pas fréquemment. Ça, le ver à soie, c'est la grande famille des animaux utilitaires par rapport au hanneton. Dans les animaux utilitaires, il y a un autre animal qui marque cette époque, qui nous marque toujours, qui nous préoccupe énormément même, c'est l'abeille. L'abeille a perdu de son importance au XIXe siècle car le développement des colonies de la région
des Antilles notamment, permet d'apporter du sucre. Mais avant le développement de la canne à sucre, c'est le miel qui apporte le sucre. Donc on est extrêmement soucieux des mouches à miel, comme on les appelle à cette époque-là. Et donc vous avez cette pièce qui est absolument superbe, qui vous montre une sorte de quelques cellules isolées. Et puis vous avez la reine, vous avez des ouvrières, enfin ainsi de suite. Et vous avez même un des spécimens qui, bien sûr, s'ouvre pour être démonté, pour faire l'anatomie interne de l'abeille. Toujours la même technique d'anatomie qu'on qualifie de clastique, c'est-à-dire anatomie qui se rompt, qui se sépare en morceaux. Celui-là, je pense que vous le connaissez. Enfin, c'est pas le vôtre. Hein. Celui-là, il est au Muséum d'histoire naturelle. Celui qui se trouve dans l'exposition, c'était celui de Delmas Orfila-Rouvière. Ça, c'est un gorille, je l'ai dit lors de l'exposition, qui a une histoire pas banale. Il se trouve que Louis Ozou était passionné par les crânes de gorilles. Il en avait une grande collection. Il a même commercialisé les répliques en papier de ces crânes, car le gorille était un animal totalement merveilleux pour les gens des années 1860. Parce qu'on n'en avait pas vu, on avait vu les crânes, on savait que c'était une sorte d'être humain absolument énorme, avec des grandes crêtes sur le crâne, mais on ne savait pas exactement, enfin, on ne l'avait pas vu. Il y en avait des descriptions écrites, mais on ne l'avait pas vu. Et il a demandé à l'empereur Napoléon III s'il pouvait s'en procurer, et il y a une femelle qui est venue du Gabon dans un baril d'alcool qui a été disséqué publiquement par Ozou, et il en a fait un modèle absolument incroyable. Et vous voyez ici, il a même fait les détails des sacs claviculaires, donc des sacs qui interviennent dans la phonation dans ces espèces. C'est une pièce spectaculaire. Vous l'avez dans l'exposition. Et puis enfin, et ça, c'est des photos qui viennent de chez vous, c'est dans l'exposition, eh bien, il y a eu des productions, par exemple comme modèle des oiseaux, le dindon, et celle-là, c'est une vipère. Et j'aurais pas dû la mettre là parce que c'est pas de Louis Ozou, ça c'est de son neveu Hector Ozou, qui a fait une sorte d'hommage à son oncle, qui avait fait sa thèse sur l'appareil venimeux de la vipère. Bon, dans les pièces qui sont très impressionnantes, et je vais en finir avec ça, vous avez ici un cheval. Il a fait des modèles de chevaux qui ont été des succès commerciaux spectaculaires. Ça a probablement assuré une bonne partie de sa richesse. Et quand je vous dis que son humain a été produit en 1830, le cheval a été produit en 1842, donc c'est pas tellement loin après. Ce cheval s'ouvre, et si vous l'ouvrez, alors comme si vous faisiez une chirurgie, vous voyez l'ensemble des intestins, vous pouvez les retirer morceau par morceau pour aller au plus profond, et vous êtes dans un niveau de qualité où vous avez ici un tout petit détail sur un intestin, où vous voyez les nerfs, les artères, les veines qui sont finement représentées. Ce sont des œuvres absolument superbes. Et toujours un bouquin pour être capable de démonter le cheval. Et toujours la même technique, c'est-à-dire soit je fais une forme simple, c'est-à-dire quelque chose où on démonte peu, donc c'est moins cher, et ce sera typiquement pour l'armée qui va acheter ça par dizaines d'exemplaires, soit je peux démontrer chaque muscle, comme c'est le cas pour votre écorché humain, et auquel cas c'est plutôt réservé aux écoles vétérinaires, et ça vaut très cher. Ce cheval n'est pas très beau, il est un tout petit peu difforme, et après la conquête de l'Algérie, qui va mettre en vogue le cheval arabe, il va discrètement, c'est entre 1850 et 1853 que ça se passe, remplacer son ancien modèle par un modèle de cheval arabe. On n'en connaît pas d'exemplaire en France. Celui-ci vient d'Allemagne. Et c'est une mention qu'on voit manuscrite de Ozou dans ses archives, le cheval type arabe, qui témoigne bien qu'il a changé le modèle. Et puis il s'est mis à fabriquer des quantités de tares osseuses, de lésions qu'il fallait être capable d'identifier quand on achetait un cheval, notamment quand on était un militaire, des mâchoires que vous avez dans l'exposition qui permettaient aux officiers de cavalerie d'apprendre comment on peut identifier l'âge d'un animal, comment on peut ne pas se faire avoir. Parce que vous savez, les maquignons du 19e siècle, ce n'étaient pas des rigolos. Hein. On reconnaît qu'un cheval est jeune au fait qu'il y a des espèces de trous noirs ici. Donc quand ils avaient un vieux cheval, hein, ils coinçaient le vieux cheval, ils le ceinturaient, ils savaient faire, ils prenaient une chignole, ils faisaient un trou dans la dent, ils mettaient de l'encre de Chine et puis ça devenait un jeune cheval. Donc il fallait être capable de voir ça
Et les pièces d'Ozu que vous avez dans l'exposition montrent ces choses-là. Bon, ce qui est moins connu, ce sont les végétaux. Les végétaux sont absolument rarissimes. Je n'en connais qu'une collection qui est à Paris, à l'ancienne, sur le site de ce qu'était l'école normale des instituteurs. Et je vous montre quelques images. 1862, le plateau des champignons, où vous avez des champignons comestibles et certains toxiques. Voilà un ensemble de fruits et de fleurs. Vous avez ici la groseille disséquée, la cerise disséquée, le fruit de l'if, la mûre disséquée qui vous montre tout le détail. C'est-à-dire qu'il applique toujours la même méthode. On démonte, on agrandit pour pouvoir voir ces objets. Voilà par exemple du dimorphisme sexuel avec des fleurs mâles et femelles de melon. On peut retirer les pétales. Je ne suis pas au bon endroit. On peut retirer les pétales. On peut ouvrir, vous voyez, il y a les petits crochets qui sont là. On peut les ouvrir et on va voir à l'intérieur les organes de la plante. C'est des choses qu'on ne peut pas voir facilement en botanique, enfin, dans une classe. Et là, c'est rendu possible. Il va s'intéresser à la gousse de haricot, au développement des graines, et puis, voilà, à la germination du gland, à la structure du gland avec les différents tissus. Donc un niveau de détail absolument incroyable. Il y a plusieurs dizaines de plantes qui sont ainsi représentées. Puis il va même aller jusqu'à faire ça, c'est-à-dire à disséquer un tronc d'arbre pour montrer les différentes couches de tissu, distinguer les différentes strates de l'écorce. Je n'y connais rien, je vous le dis franchement. Et puis l'ensemble des formations internes. Donc on est dans une démarche qui est totalement encyclopédique, mais qui n'utilise pas la voie écrite, qui utilise une matérialité, enfin les objets concrètement. Et une image que j'aime, c'est celle-là, qui a été publiée de nombreuses fois, qui a été prise juste avant la Première Guerre mondiale. Donc Ozu est mort en 1880, donc c'est bien des années après sa mort, qui vous montre une remise dans laquelle se trouve le cheval, les collections de fleurs, la perche ou le loup ici, des oreilles. Il a vendu beaucoup de têtes en papier d'éléphants pour la décoration notamment. Vous avez des bronches, vous avez l'orang-outan, vous avez un petit homme. Bref, une production par centaines, enfin une variété de près de 300 pièces. Mais Ozu, c'est aussi une entreprise. C'est aussi une entreprise et c'est un homme qui est profondément marqué par ses convictions politiques. Ozu est républicain et il va le rester toute sa vie. Il est tellement républicain que lors du coup d'État du prince Napoléon, Louis-Napoléon, il va être mis en résidence surveillée. Et ça va durer 2 ans. Hein, il est considéré comme quelqu'un de dangereux, de non fiable. Il tentera de se présenter dans le parti républicain aux élections. Il développe la maison natale que je vous ai montrée, elle est juste derrière ce bâtiment. Il développe une entreprise qui est une sorte de mini-république. C'est vraiment un personnage assez incroyable. Ça, c'est sa statue qui est ici. Dans ce bâtiment, vont travailler à peu près 100 ouvriers. Ces ouvriers sont des gens qui sont natifs de son village natal, Saint-Aubin-d'Écreville, ou vraiment des hameaux environnants. Il les prend jeunes, il les garde le plus longtemps possible. Et il va les former d'une façon très volontariste. Tous les ouvriers ont 1 heure d'enseignement par jour obligatoire. Ils doivent apprendre l'anatomie, ils doivent être aussi bons que des anatomistes pour pouvoir... Ils considèrent qu'on ne peut correctement faire représenter des organes que si on les connaît parfaitement. Et il va être tellement rigoureux dans cette démarche, puisque si vous ne venez pas, vous avez des pénalités, vous avez des amendes. Il va être tellement rigoureux que certains de ces ouvriers vont devenir professeurs d'anatomie. On a un jeune qui s'appelle Tuilier, qui est un jeune pâtre, qui va récupérer tout jeune, et il va devenir démonstrateur d'anatomie à la faculté de médecine de Paris, puis professeur d'anatomie à l'école de médecine du Caire. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui vise une ascension sociale. Mais alors attention, il est dur. Obligation de faire du sport. Il faut marcher. Il achète les premiers vélos quand ils sortent. Obligation de faire du vélo.
interdiction de ne pas savoir lire et écrire. Un instituteur est commis dans l'entreprise pour constamment former les gens. Et ça va donner une communauté extrêmement soudée, dévouée à ce patron extrêmement paternaliste, hein, par ailleurs. Et il va, quand je vous dis que c'était une petite république, les ouvriers sont sommés de créer un règlement intérieur qui régit leur vie avec des amendes, et les amendes sont collectées, placées sur des comptes qui s'ajoutent aux dons volontaires que font les ouvriers, et ça va représenter de telles sommes d'argent que Ozu va pouvoir les gérer avec des grandes banques et créer des fonds de pension. Ce qui fait que les ouvriers ont une retraite. En 1860, les ouvriers ont une retraite. Donc Ozu, il va y avoir des articles sur ce personnage qui apparaît comme un patron complètement hors du commun. Alors la technique, qu'est-ce qu'il fait faire à ces gens? Il leur fait faire du moulage. Vous avez ici des moules en bois, enfin une âme en bois, et puis autour de l'alliage de Darcé, donc de l'alliage d'imprimerie, ça c'est la marque du muscle qui entoure l'œil. Donc concrètement, on va bourrer une sorte de pâte qui est faite de poudre de liège, hein, pour l'essentiel, et d'un peu de papier, de calcaire et de choses comme ça. Puis ensuite, on utilise, voilà, la presse d'origine, c'est une presse à cidre. On écrase les deux moules entre eux, et puis on va récupérer une pièce, voilà, une oreille, et puis on va la coller, l'enduire de papier, enfin ainsi de suite, et puis ensuite on va la peindre. Et ces ouvriers, ce qui ressort de tout ce qu'on peut lire dans les archives, c'est l'extrême fierté de cette communauté que vous voyez ici posée avec ces spécimens, avec des gens qui sont vraiment de tout âge, hein. Tout est absolument mélangé. Alors on a beaucoup de reportages sur cette fabrique Ozu qui est considérée comme un modèle. Voilà par exemple l'atelier de peinture. Vous voyez, on reconnaît des morceaux d'hommes, enfin ainsi de suite. Voilà une autre vue. Voilà, ça c'est, je vais être obligé de me tourner. Voilà, ça c'est un homme qui est en train de faire du montage. C'est-à-dire que ça c'est votre grand écorché. Et là, il est en train d'ajuster. C'est un ajusteur. Il ajuste les différentes parties entre elles. Voilà un enfant qui manipule ici une oreille. Et puis voilà la remise du magasin à Paris, où vous avez les différents spécimens qui souvent ne sont pas peints. Parce que c'est tellement cher de mettre en peinture, il faut tellement de centaines d'heures pour mettre en peinture un spécimen, qu'on a tendance à produire des spécimens bruts qu'on accroche au plafond. Et puis quand on commande un gorille, on descend le spécimen, on se met à le peindre. On ne stocke pas des choses qui ont une très grande valeur. La formation, je vous ai dit qu'elle était imposée à l'usine. Mais Ozu a considéré très tôt que s'il voulait vendre ces spécimens, il fallait vendre le message pédagogique avec. Et c'est une vraie démarche commerciale que de mettre en place ces choses-là. Et vous avez ici je vous ai mis ici les programmes, mais en 1839 et 1858, ici, vous avez les leçons d'anatomie et de physiologie par Louis Ozu, qui sont des livres qui permettent d'utiliser les objets pour comprendre les choses, mais qui également, ces leçons ont lieu tous les dimanches dans sa maison à Paris. Donc vous pouvez venir pour suivre une leçon sur l'anatomie de l'œil, c'est gratuit, et puis les gens fortunés peuvent s'acheter l'œil et épater la galerie par la suite. Voilà par exemple une planche qui est la réplique de ce que je vous ai montré chez le cheval, qui permet d'apprendre l'anatomie du cheval. Alors ça c'est très important. Oh, je ne vais pas vous expliquer ça, ce cheval, c'est trop long. Vous me poserez une question. Ici, je vais avoir du mal à le lire, mais je vais me tourner. Non, c'est mal écrit. En fait, ça, ce nom, c'est Le Mercier. Simplement, c'est une lettre qui date de 1846. Il va embaucher des médecins. Et ces médecins, il les envoie dans les régiments militaires dans toute l'Europe. Et cette lettre vient de Bruxelles. Et Le Mercier, il a des représentants. C'est-à-dire que Le Mercier arrive avec une mallette, avec un œil, un poumon, un machin, un larynx. Il fait des cours aux officiers militaires ou aux médecins militaires. Et puis, il vend ses objets. Et puis, les gens vont refaire ses cours. Et c'est une technique redoutable qui va assurer son succès. Ce qui est moins connu... Excusez-moi, j'ai une réplique. Alors... comme c'est un commerçant avisé, très rapidement, je ne sais pas si vous voyez la date,
1840. Donc 1830, c'est son premier homme qui est commercialisé. 10 ans après, eh bien, il a déjà des mandataires à l'extérieur, à l'étranger. Vous avez ici son mandataire américain. En fait, il en aura plusieurs. Et il va vendre ses pièces partout. Si vous allez à New Delhi, au musée, il y a un musée à New Delhi où vous verrez le cheval d'Ozu. Si vous allez à Sydney, vous aurez toute la collection des plantes Ozu du 19e siècle qui est présente. Il en a vendu absolument partout. Et il en vend notamment dans les pays chauds. Tout simplement parce que dans ces pays chauds, on ne peut pas conserver les cadavres. Vous ne pouvez pas disséquer en Égypte en été, ce n'est pas possible. Donc la seule solution, c'est de recourir au papier. Voilà. Donc il va en vendre des quantités dans les pays chauds. Et puis il va en vendre à un autre endroit, c'est en Angleterre. C'est là qu'il va vendre son premier modèle en 1832 d'homme complet, parce qu'il a eu du mal à le vendre. Parce que là-bas survient en 1832 l'Anatomy Act. Je ne sais pas si je peux vous raconter ça, parce que c'est horrible. Je ne vais peut-être pas vous raconter. Mais en gros, pour faire simple, il manquait de cadavres, donc ils ont récupéré les pièces, ils ont acheté les pièces d'Ozu massivement, les Anglais. Et donc, si vous regardez, si vous allez aux Archives nationales et que vous plongez un petit peu dans leur comptabilité, pardon, eh bien, vous allez voir les certificats ou les reçus d'expédition. Alors, l'Herbert Kane & Company, c'est une boîte new-yorkaise qui a des bureaux au Havre. Donc, c'est les déplacements transatlantiques, si vous voulez. Ça, c'est un déplacement de pièces, un envoi de pièces dans l'Empire austro-hongrois. On en envoie au Japon, on en envoie absolument partout. Voilà Herbert Kane, oui, c'est les mêmes qui envoient aux États-Unis. Donc finalement, succès commercial colossal. Ozu est richissime à la fin de sa vie, et la fin de sa vie, c'est 1880. Il meurt le 6 mars 1880. Donc il est très âgé quand même, parce qu'il a 83 ans, c'est un âge quand même important dans cette fin du 19e siècle. Et sa femme lui survivra. Et vous avez ici son faire-part de décès qui doit être daté de 1900. C'est un peu triste à voir, mais leur tombe est ici, c'est la tombe familiale, et elle est extrêmement dégradée. Les plaques qui mentionnent les personnes qui sont inhumées sont en train de tomber. C'est toujours une question que je me suis posée, pourquoi la commune de Saint-Aubin-d'Écreville, qui a quand même une famille célèbre, ne se mettait pas en mesure de maintenir cette tombe qui siège au milieu du cimetière et qui est entourée par les tombes des ouvriers. C'est vraiment une vision très particulière. Voilà. Donc finalement, eh bien, écoutez, on a publié ces 2 pages, l'ensemble des modèles qui ont été produits. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. J'ai fait tout ce que j'ai pu, les catalogues, les archives. Il y en a probablement d'autres. Pas beaucoup, je pense, mais c'est considérable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc, Louis Ozu, je vous ai dit qu'il a dirigé cette entreprise à partir de 1825. C'est le moment où il attaque vraiment. Et il est mort en 1880. Il a été remplacé en 1880 pour 23 ans par son neveu, son propre neveu, Hector Ozu. Et puis, en 1903, c'est le neveu de sa femme, Amédée Montodon, 1903-1911, qui a géré l'entreprise familiale. Donc c'est passé du côté du neveu de sa femme. Et Amédée Montodon, en 1911, a cédé l'affaire à Jean Montodon, qui l'a géré de 1911 à 1926. Alors, voilà quelques signes, juste pour illustrer ça. Le message que Amédée Montodon adresse à ses clients pour signaler que Jean Montodon, c'est-à-dire lui, que vous voyez ici avec ses ouvriers, que Jean Montodon va reprendre cette entreprise. C'est lui qui va couler l'affaire familiale. Jean Montodon, c'est un avocat. C'est quelqu'un qui n'a pas eu de grand succès professionnel, donc il saute sur l'occasion, si vous voulez, de reprendre une fabrique prestigieuse. Sa femme est la fille de Gustave Eiffel. C'est une famille c'est quelqu'un de très bourgeois. Je dirais, pour être un peu brutal, qu'il avait plus été intéressé par
le décorum de l'entreprise que réellement la vie de cette entreprise. Et finalement, il s'est lancé dans une sorte de diversification outrancière. Vous avez ici une page de son catalogue où on retrouve les anciennes pièces de Louis Ouzou. Elles ont toutes été fabriquées jusqu'à la fin de l'entreprise. Il y a eu encore des hommes fabriqués dans les années 70, hein, des grands hommes d'1,80 m. Mais alors il s'est mis à faire de l'ostéologie, à faire des moulages de crâne, et puis il s'est mis à faire des modèles d'avions, des microscopes, et il s'est coulé littéralement avec des planches lithographiées qui font 2,50 m de haut, qui sont des planches pédagogiques absolument sublimes, mais qui ont coûté une fortune et qu'il n'a jamais pu vendre au prix de revient. Toujours est-il que Montaudoin va mourir donc en 1926. Il est ruiné. L'entreprise passera à une autre famille, une famille, je ne vais pas dire d'investisseurs, c'est un peu faux, à Henri Barral. Henri Barral, en 1929, rachète cette entreprise. Et ce monsieur, c'est un ingénieur de la marine qui veut se sédentariser. Il va garder l'entreprise jusqu'en 1952. Et en 1952, c'est Bernard Barral qui va reprendre cette entreprise, qui va faire faillite définitivement en 2000. Ce monsieur est mort il y a 4 mois. Voilà. C'était la mémoire vivante de cette entreprise. Ce que va essayer de faire Bernard Barral, et ce sera ma dernière vue, je suis à 1 heure et 1 seconde, donc il faut que j'arrête, il va tenter... En fait, le papier mâché est obsolète, c'est un vieux matériau, c'est un matériau extrêmement fragile, extrêmement coûteux à la production, et puis qui tient assez mal. Donc il va tenter de basculer sur de la résine. Vous avez ici les mains que vous voyez dans l'exposition faites en résine. Et puis ça coûte malgré tout très cher. Il va tenter de réduire les dépenses en baissant la qualité de ses pièces. Il va en faire fabriquer certaines en Asie et c'est la fin de l'entreprise. Elle va disparaître donc en 2000. Donc l'entreprise Ouzou n'existe plus. Ce qui est neuf depuis à peu près 5 ans et que je constate, c'est le regain d'intérêt et de valeur pour ces pièces. Votre exposition en est la démonstration. Et pour moi, c'est un grand plaisir de voir ça. Le grand déplaisir associé, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'acheter ces pièces. Elles étaient jetées il y a 15 ans. Les dernières ventes qui ont eu lieu à Drouot, les prix sont absolument terribles, car ce sont des gens fortunés qui achètent ça comme objet de décoration. Donc c'est la seule tristesse que je puisse avoir. Par exemple, le fameux écorché de 1825, celui qui a donné lieu à la subvention de l'État pour créer le masquin définitif de 1830, existe toujours. Il est dans des mains privées et je connais ce collectionneur. On ne peut même pas avoir une image. C'est-à-dire que c'est tellement jaloux de la propriété de cette pièce exceptionnelle que, bon, on la verra peut-être à sa mort, mais pas avant. Donc voilà, le revers de la médaille, c'est la grande valeur de ces pièces aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Vous avez dit que déjà il y avait eu une mauvaise gestion, bon, d'accord, mais vous ne pensez pas aussi que ces objets quand même ont été remplacés par toutes les technologies nouvelles et que ça aurait été très difficile quand même de maintenir une fabrique pareille. Alors je voulais savoir si dans le monde ou en Europe, il restait quand même encore une fabrique qui faisait ce genre d'objets. Est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Oui, alors il y a les grands maîtres de la préparation anatomique aujourd'hui, c'est les Allemands. Et il y a une société qui est très ancienne qui s'appelle Samso, qui produit des modèles en résine qui sont de qualité pas équivalente à Ouzou parce qu'ils sont très simplifiés par rapport à Ouzou, mais qui sont des modèles très intéressants, mais qui valent chacun plusieurs milliers d'euros. Hein. C'est pas du tout donné. Donc ça existe encore pour quelques pièces qui ont un caractère de luxe. Mais je suis d'accord sur le fait que le développement de l'iconographie, notamment, qui était moins présente au XIXe siècle,
et puis bon, je ne parle pas d'Internet parce que là on est carrément ailleurs, conduisait obligatoirement, enfin repoussait ces pièces dans le passé. Oui, bonsoir, merci. Oui, je suis effectivement surpris que... Est-ce que l'entreprise a effectivement continué à fabriquer des modèles en papier mâché jusqu'en 2000, jusqu'à sa fermeture définitive? Non. Ou est-ce qu'elle était passée à la résine un certain temps avant? Alors, elle était passée à la résine, et elle était passée au plâtre, oui. Et elle avait surtout rogné sur la qualité de la mise en couleur. Donc, en 2000, j'ai racheté une partie du fonds pour le musée Fragonard, du fonds d'entreprise Ozu. C'est des pièces qui sont pas belles. Voilà, donc c'était pas cher, mais c'était pas beau. Parce que techniquement, en fait, à partir des années 50-60, en fait, le plastique a dû complètement supplanter le papier mâché. Alors, je crois que c'est vraiment resté jusqu'en 1980. C'est ce que disait Bernard Barral, parce que tout simplement, pour les belles pièces, ils avaient encore les moules, et que ça ne s'adaptait pas à la production avec des matières plastiques. Donc ils ont continué, je pense, plus pour ça. Mais tous les nouveaux modèles ont été soit en plâtre, soit en plastique. D'accord. Alors, Laure Cadot est restauratrice, donc là, je peux angoisser. Non, pas du tout. C'est pas pour une question piège. Tu montres beaucoup de spécimens de Leiden et des spécimens apparemment rares en France. Comment tu expliques qu'ils aient été conservés là-bas et pas chez nous ? Si tu as une explication. Non, j'ai vraiment pas d'explication. Je pense que c'est en grande partie fortuit. Leiden, il y a 3 capitales de l'anatomie au 19e. C'est Paris, Leiden et Édimbourg, en Europe. Donc il n'est pas étonnant qu'ils aient acquis une collection spectaculaire à cette occasion-là, enfin à cette époque-là. Le musée Bourhaveux, d'où viennent ces pièces, étant le réceptacle actuel de collections universitaires. Donc c'est pas tellement étonnant. Après, moi je crois que pour que les pièces arrivent jusqu'à nous, il faut juste qu'elles aient de la chance. Et typiquement, c'est la collection de l'École normale de Paris avec les plantes, qui est une collection quasi complète, qui est là, mais vraiment par hasard. Il se trouve que c'est mon beau-frère qui s'en occupait. En mangeant le dimanche, on s'est rendu compte que moi je bossais sur Ozu et que lui il avait les Ozu. Mais c'est vraiment le pur hasard. Et c'est le pur hasard qu'elle n'ait pas été totalement détruite, parce que quand je suis venu les voir, elles étaient dans un état de dégradation très avancé. Elles sont actuellement restaurées, ils en ont fait une exposition, il y a des réserves de créer. Donc il faut qu'il y ait la prise de conscience. Et voilà. Après, en France, je pense que je suis anatomiste, mais je ne suis pas anatomiste de l'homme. Mais la référence, pour nous les vétérinaires, la référence au cadavre, elle est fondamentale. C'est-à-dire que disséquer, démonter un mannequin, c'est un joli jouet, mais ce n'est pas la réalité. Et donc, je pense qu'en France, Ozu se plaint énormément de ce que les facultés de médecine refusent de lui acheter son modèle. Et je pense que simplement les médecins ne se reconnaissaient pas dans cette méthode-là. Ça a très bien marché avec les régiments militaires, ça a très bien marché avec les lycées, avec les collèges, où on retrouvait encore les grandes collections, mais les facs de médecine, elles n'ont pas adhéré. Donc je ne pense pas même que, enfin je n'ai pas trouvé de traces de ça, je serais étonné il est probable que la femme, par exemple, la Vénus de Médicis anatomisée, n'ait jamais été vendue en France, hein. C'est pas un problème. Puis après, il y a des goûts. C'est-à-dire qu'à Sydney, il y a toutes les plantes. Pourquoi? Je ne sais pas. Et à un moment, ils ont acheté toutes les plantes. Et tu sais pas qui en particulier à Sydney s'est intéressé à ça ou non. Qui a importé ça? Non. Il faudrait, faire un vrai travail d'étude. Il y a une thèse qui est lancée là, de 3e cycle, enfin de sciences, d'histoire des sciences, sur Ozu, à Paris 1. Donc peut-être qu'il y aura une personne suffisamment motivée pour aller dans le fonds d'archives des musées. Faire un tour du monde des Ozu. Voilà, surtout qu'il y a l'Australie, là, c'est bien. Pour faire chacune de ces pièces ou chacun des types de personnages ou d'animaux, ça veut dire que c'est lui-même qui faisait un prototype complet avec chacune des pièces imaginées, fabriquées et mises en peinture, ou comment ça se passait? Aucune idée. On n'a aucune idée. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est probable,
c'est qu'il ait fait les premiers puisqu'il était tout seul. Mais après tout, il n'est pas impossible qu'il se soit associé avec un cartonnier, avec quelqu'un dont c'était le métier, et que lui, il ait disséqué, qu'il ait préparé les modèles, et que le cartonnier ait reproduit. On n'a aucune idée de ça. Ozu avait une peur terrible qu'on lui prenne ses secrets. Et donc, dans son fonds d'archives, il n'a rien qui permette d'identifier les techniques. Le seul indice, c'est qu'il y a des factures qui vous permettent en gros de reconstituer au moins les composants du papier mâché. C'est tout. Mais ça ne vous donne pas la pâte, c'est-à-dire vous ne savez pas, c'est comme une recette de gâteau, vous savez qu'il y a de la farine, des œufs, mais vous ne savez pas combien il y en a et comment le tour de main qu'il faut pour avoir la bonne consistance. Donc on n'a aucune information. Et la doctorante en question voudrait essayer d'avancer sur ce terrain-là. Je crains qu'elle ne trouve rien. Alors il y a un indice, c'est que quand en 2000, la société Ozu dépose le bilan, Bernard Barral, que j'ai connu, qui est alors propriétaire, dans un geste, pas de désespoir, mais enfin voilà, de rancœur, va rassembler tout ce qui se trouve dans les greniers et dans les sous-sols, et il y a énormément de pièces, et il les brûle dans son jardin. Et dedans, il y a des prototypes d'Ozu, et il y a notamment, il m'a raconté ça, un squelette de chèvre sur lesquels sont tendus des formes en papier qui sont modelées et qui sont collées pour commencer à reconstituer. Donc il est possible que Ozu prenne des squelettes et qu'ensuite il resculpte sur le squelette. Mais on n'en sait pas plus. Bon, du reste, pour Bernard Barral, qui est décédé donc il y a très peu de temps, la montée des prix des pièces Ozu a été une vraie douleur pour lui. Parce qu'il a brûlé toutes ses collections de dépit. Donc, quelques années après, 15 ans après, ces pièces prenaient une valeur qui aurait probablement sauvé son entreprise. Est-ce qu'il y aurait un public aujourd'hui pour le même genre de choses fabriquées en imprimerie 3D? Moi, je crois que oui. Je crois que oui, et il y a pas mal d'universités qui se lancent en anatomie dans la représentation, dans l'impression 3D. La grosse difficulté de l'impression... Oui. Nous-mêmes, à l'école vétérinaire, on s'est posé la question de se lancer là-dedans. Voilà. On ne l'a pas fait parce que faire de l'impression 3D, c'est vraiment un métier. Et il faut vraiment... Au Muséum d'histoire naturelle, ils ont essayé de le faire. Ça a capoté. Maintenant, il faut passer par des entreprises qui ont un vrai savoir-faire, donc qui coûtent cher. Donc c'est des pièces qui sont uniques, qui servent à des expositions, par exemple. Mais dans le principe, oui. Si ça se démocratise, ça va être le cas, je pense. Surtout qu'on peut scanner... On peut facilement scanner maintenant des corps avec une très, très forte définition, faire une reconstruction tridimensionnelle et faire cette opération. Alors nous, ce qu'on fait à l'école vétérinaire, parce qu'on est des pervers, c'est qu'on plastine les corps. C'est-à-dire qu'on sait plastifier les corps, ce qui est absolument génial. Donc on remplace l'eau des cellules par du silicone, qui est totalement imputrescible. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est, je vous raconte l'histoire, vous prenez un chien d'une belle taille, vous le plastinez, et ensuite vous pouvez, par exemple, séparer l'estomac du foie et faire en sorte que vous pouvez retirer l'estomac, le foie. Donc vous faites une sorte de cire anatomique, mais qui est en silicone. Vous prenez tout dans le silicone et ensuite vous le rendez démontable. Et pour les étudiants, c'est génial. Parce que quand ils apprennent l'échographie et à s'orienter avec leur faisceau d'ultrasons, eh bien vous pouvez leur dire « Ah ben tiens, tu as vu ça sur le chien ?» Donc il y a un chien vivant qui est sur le dos, qui est un chien d'étudiant, tout simplement, qui est sur le dos, on regarde un petit peu son foie, et là, en même temps, vous avez la pièce et vous dites « Tu vois le foie là, le lobe, il est là, machin, on le voit bien, enfin ainsi de suite. » Ça, c'est génial. Je voulais vous poser une question sur l'histoire de votre propre recherche. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette collection? Alors, la raison, c'est que j'en avais dans la collection du musée Fragonard et qu'on est toujours curieux un peu de ce qu'on a, de comprendre. Et qu'il y a vraiment deux déclics. Le premier déclic, ça a été Montpellier, honnêtement, je vous le dis, la visite du conservatoire d'anatomie où j'ai vu les Ozu sous les prothèses métalliques lourdes. Je me suis dit, tiens, mais
Ces collections, qu'est-ce qui se passe? Elles n'ont pas de valeur. Enfin voilà, on était ensemble, Laure, je pense. Hein. Voilà, je me souviens très bien de la vitrine de droite. Ça m'avait surpris. Et à peu près dans le même temps, ou un peu avant, non, c'était un peu avant, j'avais récupéré le cheval que je vous ai montré, qui est très beau, hein, aux Encombrants. Et du coup, ce cheval était dans ma collection. Il était très dégradé. Il n'était pas comme. On a mis 50 000 € de restauration. Hein. Donc, il était très dégradé. Mais quand je voyais l'intérieur, je trouvais ça absolument merveilleux, sublime. Voilà. Et donc, évidemment, je me suis intéressé à leur nature, à leur origine. Et à un moment, il y a eu une discussion. J'avais sorti un bouquin sur Fragonard. Et quand on discutait avec la graphiste, la responsable graphique des éditions de la Réunion des musées nationaux, elle me disait j'ai vu des Ozu, des modèles d'Ozu, c'est absolument superbe, il faudrait qu'on fasse un bouquin là-dessus. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est pas un gros travail hein, ce que j'ai fait, hein, c'est juste un travail assez simple de repérage hein, finalement, c'est pas du tout poussé comme travail. Mais je me suis dit, ce serait faire œuvre d'utilité publique que d'essayer d'alerter sur la qualité de ces collections. Voilà. Et c'est pour ça que je suis sensible à cette exposition. Parce que ça veut dire que la chose est réussie. Mais ça ne veut pas dire que j'étais un précurseur. Il y avait plein d'amateurs fortunés qui avaient ça chez eux comme objet de décoration. Voilà. Mais je rêverais qu'à un endroit en France, et j'avais fait une communication là-dessus, on bosse au ministère de la Culture, je rêverais qu'il y ait un endroit où il y ait une collection complète de Ozu. Ça, je trouverais ça absolument génial. Parce qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas un endroit où il y a une vision générale. Vous n'avez pas les fleurs, vous n'avez pas les plantes. L'école normale n'a pas les... Voilà. Vous n'avez pas le cheval. Mais le cheval, il n'y en a que 3 en France identifiés. Sur les 72 vendus... Voilà. Mais ça, on s'est intéressé à ça, mais sachez que les talriches ou les moulages en plâtre, qui ont une valeur vénale très inférieure, parce que ce n'est pas des objets d'art aussi beaux, ils sont quand même très menacés aujourd'hui. Et que les musées d'anatomie, aujourd'hui, sont tous en train de fermer les uns après les autres. Et ce qui se passe à Montpellier est plutôt le phénomène inverse. C'est-à-dire, mais qui résulte aussi de la fermeture des autres musées, c'est-à-dire d'accumulation. Donc vous allez avoir un spot en termes de patrimoine anatomique qui est clairement mondial. Voilà, qui s'inscrit, à mon avis, ce sera la plus grosse collection d'anatomie au monde disponible à Montpellier. Donc si vous réussissez à la mettre en valeur, je pense que c'est un enjeu de culture et de tourisme tout à fait notable. Et puis vous avez le Conservatoire d'anatomie qui est un cadre unique, évidemment. Oui, je voudrais dire 2 mots. Au bout de... je crois qu'il y a 10 jours que cette exposition est ouverte, à peu près un petit peu plus. Et j'y passe assez souvent. Et ce que je constate, c'est que le public est fasciné par ce genre d'objet. Ben oui. C'est incroyable. Les Montpelliérains découvrent ça, ils se disent mais où vous l'avez eu et où c'était et pour nous pour nous université c'est quand même quelque chose de super quoi, je veux dire de montrer ça. Mais je suis vraiment très étonnée par le peu de connaissances de cette collection, mais même vraiment des Montpelliérains qui vivent là depuis des années. Et je trouve que c'est quand même très, très intéressant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, je rejoins pour tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, en plus, je pense qu'on a une fascination pour notre corps. C'est-à-dire que dans une société où on a retiré la mort et où on a retiré pour des raisons éthiques, hein, après que je ne veux pas discuter ici, mais la vue de la mort ou du corps mort, c'est un accès à ce qu'on est. Et pour moi, en 2011, il y a eu une exposition que Laure connaît bien, qui est Our Body, qui a eu cours à Marseille, à Lyon et à Paris, qui a été interdite à Paris. J'ai eu la chance de la voir à Lyon, hein, avant qu'elle soit interdite à Paris. Et quand on était dans les salles, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu parmi vous, non, personne.
Si, Laure, tu l'as vu, toi? Ouais. Et quand les gens étaient à Paris, tu l'as vu? Ah oui, bah, donc elle était là très tôt à l'exposition. Quand on voyait cette exposition, les gens étaient fascinés. Fascinés. Et moi, je suis allé avec une amie qui avait son mari qui était mort d'une rupture de l'aorte, et elle me disait, mais c'est quoi l'aorte? C'est où l'aorte? Montre-moi, enfin, ainsi de suite. Et il y a une vraie tentative d'appropriation de ces choses-là. Et il y a eu dans la revue Politis, il y a eu un article qui est sorti sur l'analyse du livre d'or de cette exposition. Et on pourrait croire que c'était une fascination morbide. Mais en fait, ce qui ressort, mais alors c'est même pas ultra majoritaire, c'est la quasi-totalité, c'est formidable de voir comment on est fait. Voilà. Alors après, il y a des problèmes éthiques derrière cette exposition, je ne veux pas les cacher, mais la réalité, c'est qu'on est demandeur quand même de savoir comment on est organisé. Parce que la 3D, c'est très sympathique. Les belles planches, les belles gravures, c'est très beau. À la limite, c'est même les gravures du 19e siècle qui sont les plus belles pour comprendre l'anatomie. Mais ce n'est pas la présence du corps. C'est pour ça que nous, vétérinaires, tous les vétérinaires sont médecins, chirurgiens. C'est pour ça que nous, on s'impose de continuer la dissection et l'abord du réel, parce que le corps, ça a des formes, ça a des textures, ça a des couleurs, ça a des odeurs. Et voilà, et on met en branle tous ces sens pour pouvoir percevoir les choses. Oui, c'est vrai, mais je suis très surprise aussi par l'intérêt qu'ont les enfants pour ces objets. Oui, ça c'est incroyable. Alors, je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment pour l'objet ou parce qu'on leur explique quand même les objets qu'ils voient, ou pour les couleurs, la façon dont ils sont faits. Parce que les couleurs aussi, je trouve que les couleurs chez Ozu, c'est quand même, quand je vois l'écorché, comment il était, et maintenant restauré, c'est quand même quelque chose, ces couleurs, c'est fascinant. Ah oui. Il y a une espèce d'harmonie dans tous ces objets. Il y a quand même, c'est quand même, ça rejoint l'art plastique un peu, je trouve. Enfin, personnellement, je trouve. Bien sûr. Les gamins, moi je confirme, dans mon musée, les gamins, ils adorent. Ils adorent tout ce qui est l'histoire naturelle, tout ce qui est la découverte des organes. Enfin, ils adorent. Sans la relation à la mort par rapport aux adultes. C'est-à-dire que les adultes qui sont confrontés aux écorchés, y compris moi, alors elle peut en témoigner, on a une certaine... voilà, ça nous renvoie à un avenir certain, on ne peut pas dire qu'on apprécie. Alors que les enfants, ils sont complètement dénués de ces notions-là et ils sont très très libres. Et donc, je voyais à l'entrée du conservatoire que le conservatoire est interdit aux enfants de moins de 11 ans. C'est un vieux panneau. Je me dis, mais c'est dingue, parce que justement, ceux qui n'ont pas peur, c'est les enfants de 11 ans. Voilà. Alors, je vous raconte quand même pourquoi en 1832, ils ont vendu aux Anglais. Parce qu'en fait, les Anglais, ils avaient en horreur la dissection des corps. C'était quelque chose qui... enfin, les Anglais, c'est pas les Anglais, mais les Britanniques, c'est quelque chose qui était assez mal accepté. En France également, mais beaucoup plus. Il y a un article... il y a un ouvrage qui s'appelle, excusez pour l'anglais, l'accent, Survey in Normandy, où vous avez un gars qui se balade en Normandie, qui va voir Hamelin, et qui raconte comment les Anglais, quand ils viennent en France, préparent leur éventuelle mort pour être rapatriés en Angleterre sans être disséqués. Dans des cercueils plombés, c'est absolument passionnant, c'est un livre en anglais, mais ça vaut vraiment le coup de voir cette différence de perception entre les Français et les Britanniques. Et tout à fait au début du 19e siècle, il y a eu l'affaire Burke à Édimbourg. C'est-à-dire qu'on ne pouvait anatomiser que les corps des suppliciés. Mais alors, au XVIIe siècle, c'était formidable parce qu'on suppliciait à tout va. Donc, on volait un quignon de pain, on était pendu. Donc, les anatomistes avaient beaucoup de matériel. Et puis, progressivement, la justice s'est relâchée. Et donc, il y a eu moins d'exécutés. Et du coup, les anatomistes n'arrivaient plus à récupérer des corps. Donc, on a eu une vague qu'on appelait les résurrectionnistes. Alors, les résurrectionnistes, c'est quoi? C'est concrètement, vous enterrez un proche, vous revenez 3 jours plus tard, il n'y a plus de corps. Un peu comme le Christ ressuscité. Simplement, les anatomistes sont passés, et c'est l'histoire de Bichat qui allait déterrer. Alors, ça a donné des pratiques incroyables où les gens dormaient, où les familles dormaient sur les tombes pendant 3 nuits, de manière à ce que le corps se corrompe
et qu'il sache que l'anatomiste n'irait plus fouiller. Et ça a pris des proportions spectaculaires à Édimbourg, donc dans la première moitié du 19e siècle, où il y avait tellement plus de corps qu'il y a des gens qui se sont fait une spécialité de tuer des gens pour vendre leur corps. Alors, la technique, c'est le fameux Burke, William Burke, qui faisait boire des femmes, et puis quand elles étaient complètement saoules, il les étouffait en oblitérant les narines et la bouche. Donc, les cadavres étaient absolument impeccables, et il les vendait ensuite aux anatomistes. Et Burke a été pris sur le fait, et il a été condamné à être disséqué. C'est un cas tout à fait rare. Il a été exécuté. On lui a dit, vous serez exécuté puis disséqué. Vous voyez les problèmes théologiques qui sont associés. Est-ce que au jugement dernier, je vais être dans quel état? Enfin, est-ce que tous les bouts seront là? Enfin, voilà. Et donc, c'était vraiment une peine ultime, c'est-à-dire le démembrement. Et ça s'est produit ensuite à Londres, ce phénomène de meurtre à des fins de voilà. Et donc au zoo, en 1832, il y a eu ce qu'on appelle l'Anatomy Act au Royaume-Uni, qui visait à autoriser le don du corps. Donc en gros, on pouvait donner son corps, c'était très novateur à la science, et ça a débloqué la situation. Mais ce n'était pas suffisant. Et Ozu a été invité à Londres pour présenter son mannequin, et son mannequin a été acheté en grande quantité au Royaume-Uni pour compléter les cadavres qui étaient collectés. Voilà. Mais ça, il y a des très bons livres là-dessus. Je donnerai les titres à Françoise, mais c'est que des livres en anglais qui expliquent ces moments un peu tragiques de l'anatomie. Voilà. Merci bien.